Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Aujourd'hui, pour notre dernière émission de l'année, nous recevons une journaliste, grand reporter qui s'interroge et qui nous interroge. Comment éveiller les consciences? Comment sensibiliser l'opinion au drame et aux conflits silencieux qui se jouent dans le monde et qui détruisent les hommes? Et comment témoigner pour que les regards changent? Bonjour Cécile Allegra. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, grand reporter. Et vous avez reçu en 2015 le prix Albert Londres pour votre film Voyage en Barbarie. Alors le prix Albert Londres, c'est la plus prestigieuse récompense journalistique dans le monde francophone. Vous l'avez reçu avec Delphine Deloget. Et ce film, Voyage en Barbarie, c'est l'histoire des Érythréens qui fuient la dictature et qui tombent dans les camps de torture dans le Sinaï. On va reparler de ce film-là. On va reparler aussi de son utilité comme pièce à conviction, parfois pour des organisations non gouvernementales, voire pour la Cour pénale internationale. Mais d'abord, Cécile Allegra, dites-nous, vous êtes une journaliste engagée. Qu'est-ce qui vous pousse à partir sur le terrain, au Darfour, en Haïti, au Cachemire, au Népal, parfois au péril de votre vie? L'engagement? C'est compliqué de donner une réponse à cette question. Qu'est-ce qui me pousse à partir? C'est au départ l'urgence, la sensation intime qu'il y a une urgence à témoigner. Et en général, l'angle que j'essaye de prendre est un angle un peu oublié, ou une facette de la réalité qui n'a pas encore été explorée. Je suis bien obligée de faire cette analyse-là, puisque dans mon parcours, il y a eu quand même un certain nombre de fois où j'ai travaillé sur des films qui portaient sur des questions qui n'étaient pas encore vraiment ni filmées, ni enquêtées, ni traitées. Voilà, donc je sens une urgence et puis après, sur place, je fabrique. C'est passé comme ça en Haïti. J'avais le pressentiment qu'il y avait toute la fondation, malheureusement, pour qu'il y ait un polytraumatisme au sein du peuple haïtien, qui est un peuple qui a vécu sous diverses dictatures, qui est un peuple habitué au rapt, au viol, à la violence politique normalisée. Et je me disais que le tremblement de terre allait faire décompenser la population. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, par contre, je ne savais pas comment est-ce que j'allais écrire ce film. La même chose s'est produite un petit peu pour Voyage en Barbarie. On savait qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait dans le Sinaï, mais on n'avait pas encore une idée précise de ce qu'on allait trouver. Et l'aspect systémique, c'est-à-dire systématique et systémique des choses, le fait que les camps sont très très organisés, qu'il y a des déportations, qu'il y a des prix pour les personnes, tout ce qu'on a trouvé dans le Sinaï, qui aujourd'hui n'existe plus, les camps du Sinaï ont été complètement déplacés en Libye, eh bien, c'est quelque chose qu'on a trouvé en allant sur place et en parlant avec les personnes. Mais il faut bien vous dire qu'à l'époque, quand nous, on a commencé à travailler sur Voyage en Barbarie, personne ne savait que des êtres humains se faisaient torturer dans leur tentative éplorée de rejoindre l'Europe. C'était vraiment quelque chose... je me souviens des discussions avec Delphine vers l'extérieur, en fait, avec des personnes extérieures, qui nous disaient non, mais vous exagérez, ça doit, certainement que c'est une minorité qui se fait torturer, c'est pas possible que ça soit un système qui s'applique à tout le monde. Et nous, on avait compris, mais évidemment, on n'imaginait pas l'ampleur. On va reparler de Voyage en Barbarie, mais d'abord, je vous propose, Cécile Allegra, qu'on regarde un portrait de vous réalisé par Emmanuel Tagnard. Cécile Allegra, vous êtes née à Rome il y a 45 ans. Vous grandissez avec votre sœur dans une famille chaleureuse. Vous êtes la fille d'une Française et d'un professeur de droit italien qui vous transmettra sa soif de justice. Vous quittez l'Italie pour vous lancer dans des études de sciences politiques à Paris, puis vous décrochez une bourse américaine pour Brown University. Guidé par le désir du grand reportage, votre curiosité et votre envie de témoigner vous poussent à partir au Népal, au Cachemire, dans les camps du Darfour, en Haïti après le séisme ou en Indonésie après le tsunami. Entre 2005 et 2013, vos enquêtes sont publiées dans le journal Le Monde et vous travaillez régulièrement pour Arte Reportage. Vous mettez en lumière des situations humaines qui vous révoltent. En 2014, vous réalisez avec Delphine Deloget Voyage en Barbarie,
un film dans lequel vous suivez de jeunes migrants kidnappés dans le Sinaï et torturés contre rançon. Vous donnez même la parole aux tortionnaires. Moi, je veux juste récupérer mon argent. Je me suis endetté pour les faire venir. C'est un commerce avant tout. Vous obtenez 15 récompenses internationales, dont le prix Albert Londres en 2015. En 2016, votre documentaire « Le pacte sanglant » revient sur le lien qui unit l'État italien à la mafia sicilienne pour diriger l'Italie. Vous rendez hommage aux juges Falcone et Borsellino qui étaient sur le point de révéler ce pacte politique avant leur assassinat à 2 mois d'écart. En 2018, dans Anatomie d'un crime, vous dénoncez les viols sur les hommes comme arme de soumission dans la guerre civile en Libye. Non, je ne peux pas parler de ces choses sensibles. C'est trop difficile. Et puis, en 2016, vous créez l'association Limbo, les limbes en italien, qui accompagne des migrants dans leur démarche de régularisation et qui leur offre des séjours dans le calme de l'abbaye française de Conques. C'est là que vous réalisez en 2021 Le Chant des Vivants, dans lequel de jeunes migrants évoquent leur traumatisme en chanson. Vous écrivez les textes sur la base de leurs témoignages, mis ensuite en musique par le compositeur Mathias Duplessis. Une manière d'aborder un sujet grave avec douceur, légèreté et poésie. On voit, Cécile Allegra, des images de ce film, Le Chant des Vivants, qui sera diffusé demain, rediffusé sur notre chaîne RTS 1. On sent la musique, on sent la poésie, on sent ces vies, les drames mis en mots et en chansons. Racontez-nous la genèse de ce documentaire-là. Eh bien, on était en train de discuter de ce qui poussait à partir, de ce qui motivait à filmer des vies et comment est-ce qu'on choisit un angle. Disons que quand j'ai commencé à réfléchir à ce film, Au Chant des Vivants, j'étais lasse, j'étais très fatiguée parce que j'avais fait plusieurs films documentaires très difficiles. Le dernier sur la Libye était vraiment, vraiment dur et je voyais bien que je me heurtais à une sorte de mur, en fait. Les personnes qui veulent comprendre et qui ont le désir de comprendre sont finalement déjà acquises à la cause. Alors que l'écrasante majorité des personnes ne s'intéressent pas à ces thématiques. Or, en Libye... C'est-à-dire que quand on diffuse des documentaires comme ça, la plus grande difficulté, c'est l'indifférence, plutôt qu'on risque de prêcher que des convaincus? Oui, la plus grande difficulté, c'est l'indifférence. Et pas que du public. L'indifférence des institutions. Il faut vraiment peut-être vous rappeler que dans les années 80, les journalistes du Monde qui travaillaient sur les mines antipersonnelles étaient directement reçus dans les ministères. Et on se posait des questions sur comment prendre en compte le problème. Aujourd'hui, il y a une résilience qui est totale dans les cercles de pouvoir. Donc, en fait, on est journaliste, on va sur des zones qui sont des zones interdites d'accès. Moi-même, je suis plus réalisatrice que journaliste désormais, parce que je ne peux pas dire, je ne pars pas assez souvent pour me prétendre journaliste désormais, mais peu importe, le résultat est le même. Il y a tellement peu d'accès aux zones où nous allons pour filmer ou pour écrire, que de retour de ces zones, souvent on est dépositaire d'éléments de preuve. Et même pour se poser la question de savoir où déposer ces éléments de preuve, on a vraiment des gros problèmes. On ne sait pas où s'adresser. C'est-à-dire, Cécile Allegra, on l'a entendu aussi dans le sujet, en 2016, vous avez fondé une association, Limbo. Est-ce que pour vous, c'est une suite logique? Il y a le travail d'un côté journalistique, l'objectivité journalistique, et de l'autre côté, l'engagement associatif, humanitaire. C'est une suite logique, c'est presque un devoir, où il y a peut-être... Moi, je le perçois comme un devoir, effectivement. C'est-à-dire un devoir... Je n'ai pas réussi à revenir du Sinaï indemne. Je pense que j'ai vu des choses que je ne m'attendais pas à voir. Et ça a complètement changé ma vie. Je pense tout simplement que j'ai vu des survivants de camps, de torture. Je crois que tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça a sur votre cerveau. De voir des jeunes gens de 15, 16, 17 ans ramper
avec la peau complètement brûlée à vif, ils sont obligés de marcher sur les genoux et sur les coudes parce que plus aucun morceau de leur corps n'est intact. Je crois que c'est très difficile de... Moi, je peux utiliser des mots, mais vous ne pourrez pas comprendre, et même en voyant les images, ça sera difficile de comprendre l'impact que ça a eu pour moi. En tout cas, à partir de là, je n'ai plus pu faire autrement que de m'engager, ça c'est certain. Et Limbo, c'est pour accompagner les survivants de camp, parce qu'à l'époque, et aujourd'hui encore, on parle de migrants, si vous voulez, comme si ces gens qui traversent la Méditerranée savaient dès l'origine la route qu'ils voulaient tracer. Je vous rappelle juste que quand on a suivi les Érythréens essayaient juste de passer en Ouganda. Et ensuite, de fuir la dictature. Et de fuir la dictature. Et ils étaient ensuite kidnappés et remontés jusque dans le Sinaï, où ils n'avaient jamais demandé à aller, où certains d'entre eux espéraient passer en Israël. Donc, il y a beaucoup aussi d'idées préconçues. Bon, maintenant, il y a quand même une grande masse de personnes qui veut rejoindre l'Europe. Néanmoins, aucune de ces personnes ne m'a dit pas et ça fait très longtemps que j'en interroge et que je m'entretiens et que je discute avec des jeunes qui ont survécu à la Libye, maintenant, pas un me dit « je savais exactement dans quoi j'allais me fourrer, je savais qu'il y avait des camps de torture, je savais ce qui m'attendait. » Où se trouvent aujourd'hui les camps de torture? Ils étaient au Sinaï. Aujourd'hui, ils se sont déplacés en partie en Libye. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique du Nord est un camp de torture à ciel ouvert, ou c'est trop dire? Non, on ne peut pas dire que l'Afrique du Nord est un camp de torture à ciel ouvert, mais on peut dire que la Libye est un camp de torture à ciel ouvert. Ça, certainement. Ce qui se passait dans le Sinaï était à une petite échelle. Ce qui se passe en Libye est à une échelle industrielle. Aussi parce que avant, c'était... le trafic ne concernait pratiquement que les gens de la Corne de l'Afrique, l'Érythrée en particulier. Maintenant, il y a absolument toutes les nationalités qui confluent dans cet entonnoir libyen. Et du coup, il y a énormément de camps de torture. Combien, je ne pourrais vous le dire aujourd'hui. Ce serait formidable de faire une cartographie, et c'est aussi à cela qu'on travaille. Parce que Limbo, c'est une association qui accompagne des survivants pour qu'ils puissent déposer, pour qu'ils puissent prendre la parole et raconter leur calvaire auprès d'un guichet de la justice nationale ou internationale. Et ce n'est donc pas uniquement de l'art-thérapie, c'est pour que ça redevienne des hommes debout et des femmes debout, capables de raconter ce qui leur est arrivé, de mettre des mots sur ce qui leur est arrivé. C'est ça qui est important. Et quelle est la responsabilité de l'Europe dans cette façon-là de constater ce trafic d'êtres humains, cette torture à ciel ouvert et en laissant les gens traverser la Méditerranée comme ça, en peut-être détournant le regard? Je pense que l'Europe a une grande responsabilité en ce qu'elle ne reconnaît pas le calvaire que ces gens traversent. Je pense qu'en fait, ça fait déjà 10-15 ans qu'il y a une tentative qui est tout à fait politique de renommer ce que vivent les personnes qui traversent l'enfer libyen, du Sinaï, du Soudan. Ce sont des gens qui sont kidnappés, détenus et torturés contre rançon. Ça, il faut quand même bien le rappeler aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'ils sont torturés au téléphone, contre rançon. Leurs proches sont appelés, ils hurlent, et on fait ça pour que leurs parents, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs payent une rançon. Tout ça, ça retombe dans une espèce de gloubi-boulga sémantique où on dit que, en gros, ils ont voulu venir, que personne ne les a contraints. Et on omet complètement de nommer cette énorme chambre de torture qu'est devenue la Libye. C'est comme si aujourd'hui on niait, je vais utiliser un mot très fort, les camps de la mort en Pologne. Non pas que ce soit un génocide, parce qu'il n'y a pas une intention d'exterminer dans le cas du trafic, mais c'est certainement un crime de guerre. De nombreux juristes travaillent là-dessus aujourd'hui. Peut-être un grand crime contre l'humanité. Moi, j'en suis convaincue à titre personnel au bout de toutes ces années. Et donc, en fait, l'Europe est responsable de la négation de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous propose, Cécile Allegra, qu'on écoute David Souma, un réfugié, un survivant de Guinée-Conakry que vous connaissez bien, qui était dans votre film Le Chant des Vivants et qu'Emmanuel Tagnard est allé retrouver. On regarde. David Souma est un survivant des routes migratoires. En 2015, à 25 ans, il est obligé de quitter la Guinée-Conakry pour le Mali, laissant sur place épouse et enfants. Chassé ensuite par les djihadistes maliens, il s'en va en Algérie pour travailler 2 ans sur des chantiers chinois. Puis il tente sa chance en Libye.
Sur la route de Libye, c'était un chemin de l'enfer. On voyait des cadavres comme on voyait des pierres sur la route. Tu vois, il y avait des cadavres séchés, du soleil, du soif, des camions abandonnés avec beaucoup de cadavres. Mais malheureusement, on ne pouvait pas s'arrêter. La voiture était en route, donc dans la voiture, on jetait des coups d'œil, on voyait, on se disait, mais nous sommes sur quel chemin? Et on n'avait pas la possibilité de se retourner. En fait, c'était un voyage où tu ne pouvais pas te retourner. Le voyage prend fin chez des trafiquants d'êtres humains. Les femmes sont violées, les hommes battus. Il est revendu à une prison de torture. Après plusieurs mois, un tortionnaire pris de pitié l'aide à traverser la Méditerranée sur un Zodiac de mauvaise qualité. C'était quelque chose de très fort. Ça reste dans le cerveau, quoi. Parce qu'on voyait de loin nos amis qui dans l'ère Zodiac ont percé, qui sont là en train de demander de l'aide, en train de se noyer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'approcher, tu t'approches, vous allez mourir ensemble. Et nous, on les voyait. Peut-être des personnes que tu as courtoisées dans les prisons, sur la route, en venant, avec qui tu as discuté, qui est en train de mourir devant toi. Tu vois, psychologiquement, c'est que ça marque. Après 2 jours en mer, un navire chinois les secourt. Cap sur l'Italie. David passe 2 ans comme cuisinier et déménageur à Naples. Puis il décide de se rendre à Turin pour traverser les Alpes au péril de sa vie. La 3e tentative en solitaire sera la bonne. Je connais le nord, le sud des trucs, donc je me suis dirigé, j'ai dit bon, ici c'est la France, derrière moi c'est l'Italie. Donc c'est comme ça, j'ai marché, et il y avait de neige qui venait jusqu'au genou. Hein. Pour soulever le pied, c'était difficile. Et moi j'avais des ongles qui voulaient quitter. C'était la première fois que je ressens du froid. Un Français le prend en charge le long d'une route de montagne. David Souma est sauvé. Accompagné depuis 2 ans dans ses démarches par l'association Limbo, il a obtenu le statut de réfugié il y a 8 mois. Mon objectif, ce n'était pas la France, ce n'était pas l'Angleterre, ce n'était pas l'Italie. Mon objectif, c'est comme l'objectif d'ailleurs de tous ces jeunes-là qui viennent ici, c'est de trouver un endroit stable, un endroit de paix, un endroit où tu peux vraiment exprimer ton vœu, tu peux parler librement, tu peux choisir ce que tu veux. Mon rêve, c'est de faire venir mes enfants, mes 2 enfants, si on me l'accorde, les approcher ici et faire fonder une famille. C'est ça mon rêve, une princesse. Cécile Allegra, des nouvelles comme celle-ci, comme celle de David Souma, qu'est-ce qu'elle vous inspire? David, il a une particularité, c'est qu'il met des mots extrêmement précis sur le calvaire qu'il a enduré, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il a été droit au but, il est capable d'écrire lui-même des textes, il aime slammer, et c'est quelque chose qui le sauve d'une certaine façon, qui l'aide psychiquement, même si c'est très très dur pour lui. Parmi les personnes qui ont participé au film, presque toutes vont très bien. C'est-à-dire il y a Anas qui est à Lille, qui travaille, Bailo qui est à Lille, qui travaille. Dans ce film, avec ces réfugiés, ces exilés, dans ce film Le Chant des Vivants, on voit l'importance de mettre en forme, de mettre en musique, de mettre des mots sur une souffrance. C'est ça aussi qui vous a poussé à fonder cette association-là, d'offrir le silence, les mots et l'art. Alors à l'origine, Limbo a été créé pour leur offrir un havre de paix. Donc souvent c'est quelque chose qui a été mal compris. Pourquoi vous les emmenez à la campagne? Est-ce que c'est des colonies de vacances pour migrants? C'est pas vraiment ça. C'est un vrai travail qu'ils font pendant une semaine de se remettre dans un cadre. Il faut imaginer qu'ils ont complètement perdu la notion du temps. Vous avez entendu David qui vous raconte la détention dans un camp de torture. Il faut imaginer qu'on perd complètement toute référence. On ne sait pas le jour, à peine distinguer le jour et la nuit, puisque généralement on vit la nuit, on dort le jour pour essayer de minimiser les risques. Et donc, ce cadre à Conques, ça leur permet en fait de se lever à heure fixe, de manger à heure fixe, de vivre en communauté avec les autres, avec les encadrants, qui en général sont des jeunes exactement du même âge, et de se
discipliner ou de se volontairement soumettre à ces 3-4 heures d'art-thérapie qui sont quand même un gros engagement pour eux, parce qu'ils travaillent sur le corps. Il faut savoir que quand on a été torturé de façon répétée, la seule façon de survivre, c'est de dissocier la psyché et le corps. Et du coup, on les aide à réconcilier ces deux aspects, notamment à travers une forme de danse-thérapie, où ils apprennent à faire confiance aux autres, donc notamment l'exercice où ils tombent les uns dans les bras des autres, où ils essayent de s'entraider. Et c'est très important. Si vous essayez de le faire, vous verriez que vous auriez vous-même du mal à le faire. Le silence de cette abbaye de Conques, l'importance de cet espace-temps un peu privilégié, c'est aussi humaniser, réhumaniser, aider les survivants à respirer, à redevenir humains avant tout. Oui, tout à fait, vivants. Ils arrivent, ils sont habités de symptômes, de blessures. Et c'est vrai qu'il y a tout le village, toute la communauté des frères et tout le village qui ne sont pas... C'est un village qui n'est pas obligatoirement peuplé de croyants. Bien sûr, il y en a, mais pas que. Mais ils font corps autour de ces jeunes survivants et ils les aident avec un thé, au détour d'une ruelle, avec évidemment les frères qui viennent partager des repas tous les jours avec eux. Justement, Cécile Allegra, je vous coupe parce qu'on va prendre des nouvelles de l'un des frères, frère Pierre Adrien, qui est le chantre de cette abbaye de Conques et qu'Emmanuel Tagnard est allé interviewer. Grande étape sur le chemin de Compostelle, l'abbatiale Sainte-Foy de Conques est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Cette abbaye du XIe siècle accueille chaque année plus de 20 000 pèlerins. Depuis 2016, les chanoines de l'ordre des Prémontrés accueillent aussi des migrants de l'association Limbo. Parmi eux, frère Pierre Adrien est à l'origine de cette initiative. Un jour, je suis tombé sur un article de Cécile Allegra dans un journal qui racontait que les otages, ce n'étaient pas de riches occidentaux, mais c'était d'abord les pauvres et peut-être plus encore les réfugiés, parce que les réfugiés, on est navré pour eux, mais ils nous embêtent bien. Donc, il n'y a aucun risque à faire des prises d'otages et à demander des rançons, parce que peu de personnes vont se bouger pour essayer de les sortir de leur enfer. L'abbaye de Conques est aussi le sanctuaire de Sainte-Foy, une jeune martyre chrétienne de la période romaine. Sainte-Foy, c'est une sainte du IVe siècle, et elle est réputée depuis le haut Moyen-Âge comme étant libératrice des prisonniers, qu'ils soient innocents ou coupables. Et c'était principalement les otages. On a voulu vivre de manière contemporaine cette grâce de Sainte-Foy en nous mettant au service de la libération de toutes les formes de captivité. Il y a quelques chrétiens, il y a des musulmans, puisqu'ils viennent de pays musulmans. Il y en a qui ont été torturés pour des motifs purement crapuleux, d'autres pour des motifs politiques. Quand vous avez quelqu'un qui a vécu de lourds traumatismes, vous ne demandez pas, vous accueillez les personnes. Donc parfois on sait des choses et parfois on ne sait rien du tout de leur histoire. L'hospitalité est au centre de la mission des chanoines de Conques. C'est une grâce, d'abord ça ouvre les yeux, ça nous rend, ça donne un cœur plus large, ça nous fait sortir de nos petits mondes, de nos zones de confort, donc ça nous humanise, ça c'est sûr. Et je crois que c'est au fondement d'une vie spirituelle, cette vertu d'hospitalité. Comment voulez-vous accueillir Dieu que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas capable d'accueillir l'étranger? Dieu, c'est l'étranger par excellence. Si vous imaginez qu'il est comme vous êtes dans une illusion complète. L'action libératrice de Sainte-Foy est rappelée au cœur de l'abbatiale. Dans le livre des miracles du XIe, XIIe siècle, on nous raconte que les prisonniers qui avaient été libérés par l'intercession de Sainte-Foy apportaient leur chaîne de prisonniers à Conques, en ex-voto, pour remercier Sainte-Foy, et que dans l'abbatiale, il y avait un tel tas de chaînes qui encombraient que les moines ont décidé d'en faire ces grilles de fer forgé magnifiques qui servaient à protéger la majesté, donc la statue reliquaire de Sainte-Foy. Conques est la gardienne du reliquaire de Sainte-Foy, qui fait partie du plus important trésor médiéval de France. Tout ce qui s'est vécu et tout cet accueil de migrants et bien d'autres choses qu'on a fait est né d'une mission donnée par Sainte-Foy.
Parce qu'on peut voir les saints comme du folklore, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter leur vie et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et d'essayer de le vivre. Et là, ça fait des merveilles. Je vous voyais sourire, Cécile Allegra, en regardant le frère Pierre, Adrien. Il y a des propos qui vous ont amusé et qui vous ont ému un peu? Oui, parce que c'est vrai que sans cette rencontre, quand même entre une mécréante de Rome et un frère prémontré de l'Aveyron, eh bien, on n'aurait pas fait tout ça, c'est certain. C'est une rencontre d'amitié et de partage de valeurs, par-delà le fait de croire ou pas, la foi ou pas. Et ça a essaimé dans le Vallon, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui habitent Conques, qui donnent de leur temps, qui accueillent les jeunes de Limbo quand ils viennent, voilà, dans des fermes, des amis maraîchers. On le voit d'ailleurs dans le film Le Chant des Vivants, la solidarité qui essaime comme ça. Ouais. Cécile Allegra, c'est le jour de Noël. Aujourd'hui, Marie et Joseph étaient eux-mêmes des émigrés, des exilés, des migrants. Est-ce que c'est un jour où il y a peut-être une ironie à célébrer des exilés alors qu'il y a une forme d'indifférence aujourd'hui, ou au contraire c'est un rappel à la bienveillance nécessaire pour le prochain et pour l'autre? Les deux, sans doute, mais partons sur la bienveillance. Je pense que des expériences comme celle de Limbo montrent que l'accueil porte toujours des fruits extraordinaires, surtout si on peut le faire dans un si petit village éloigné de tout. Imaginez ce qu'on peut faire si chacun d'entre nous sait et est prêt à accompagner un tout petit peu son prochain sur ce chemin de la résilience, ne serait-ce qu'en écoutant ce qu'il a à dire. Écouter un récit de quelqu'un qui sort de l'enfer, c'est déjà lui restituer une part de son humanité. C'est de lui dire je te reconnais dans ta souffrance, je te crois et tu peux compter sur mon oreille, à défaut de compter sur un engagement politique extrêmement fort. Mais c'est déjà ça, c'est le début de tout, c'est le début d'un chemin de résilience. Merci, merci. Merci à vous. Cécile Allegra d'être venue sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.